Abou d'Angleterre qui est en notre compagnie. Abou qui ne dort pas, il est 2h14 là-bas du côté du Royaume-Uni. Et je pense que la diaspora ivoirienne au Royaume-Uni suit aussi de près ce qui se passe. Abou, bonsoir. Bienvenue sur Elvic TV. Merci de nous rejoindre à cette heure. C'est un peu tardif, mais nous sommes là. C'est le mouvement Trop c'est trop pour mettre fin à la dictature en Côte d'Ivoire et empêcher le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel de M. Alassane Dramane Ouattara. Oui, bonjour, très chef mien, Isaac. Aujourd'hui au moins, sinon c'est pas facile de t'avoir. Donc c'est ce qu'on dit là, trop c'est trop. C'est dans ça que nous sommes, donc on ne dort pas, on est sur tous les fronts. Donc c'est de l'apothéose, c'est ce qu'on dit que les gens doivent comprendre que nous sommes arrivés à point, nous sommes arrivés à bon port, qu'il n'y a rien à s'alarmer. Au contraire, le contraire de ce qui se passe là, c'est ça qui nous aurait surpris. Mais ce qui se passe là, ça va tout droit dans la droite ligne de ce que le divin Dieu lui-même a installé. Voilà. Donc nous partons toujours du postulat, nous les croyants, les hommes de Dieu, nous partons toujours du fait qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe là, c'est ce qu'on a dit là, qu'il faut séparer l'ivraie de la bonne semence. Aujourd'hui là, nous voyons que tout l'ivraie, c'est-à-dire les mauvaises herbes, comparées, les héritiers de Bazoum, les héritiers de IBK, eux, tout ça, ils sont du côté de leur parrain Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'est tous les France-Africains, là. Dieu les a mis de côté dans un seul lieu, parce que nous rappelons, nous les croyants, nous rappelons au temps de Samson, quand Samson devait détruire tous les mauvais princes, Dieu les a mis dans un même coin sur un palais, et quand il a fait tomber le palais, tous les mauvais princes étaient morts en même temps. Donc, aujourd'hui, là, l'AES, qui est la bonne semence, est séparée de l'ivraie, qui est la Côte d'Ivoire, où il y a tous les mauvais éléments qui sont les ennemis de l'Afrique. Eux, tout cela, c'est pour dire quoi? Que nous sommes le peuple, comme on a dit là, Dieu ivoirien. C'est en Côte d'Ivoire que Dieu veut manifester sa gloire, mais de façon spectaculaire. C'est-à-dire que d'un seul coup, tous les ennemis africains, France-africains de l'Afrique vont disparaître en un seul coup. Donc nous sommes maintenant dans la manifestation de cette vérité-là. C'est-à-dire que nous, la Côte d'Ivoire, on a été choisi, on va faire ce combat, on va le gagner, mais en même temps, c'est d'une pierre, on va faire un coup en frappant tous les mauvais éléments de l'Afrique que Dieu a, par esprit symbolique, il les a tous rassemblés en Côte d'Ivoire et il a mis au devant d'eux le plus zélé. Donc tout cela, tous les indices maintenant sont en notre faveur et il faut qu'on se lève. Et vous savez que dans une résistance, tous les facteurs, c'est-à-dire que tous les domaines, tous les rôles, chacun, c'est comme un intervenant dit là, chacun doit faire son rôle, doit faire ce qu'il doit faire. Et c'est comme toute armée, il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée marine. Donc il y a toujours des segments, il y a toujours des compartiments. Donc il y a un qui a dit à un moment, il y a d'autres qui sont là pour prier, eux ils doivent prier. Il y a d'autres qui sont là pour le terrain, eux doivent faire le terrain. Ce qui importe, tout le monde doit jouer son rôle. On ne doit pas regarder le rôle de l'autre. On ne peut pas être en même temps. C'est comme ça qu'on voit la main, les doigts, là, les différents doigts symbolisent toujours la vie que nous vivons là. La paume là, c'est la terre ou bien le pays. Nous sommes tous du même pays, mais regarde les mains, les doigts là, ont différentes tailles, différentes formes. C'est dire quoi? Chacun a son habilité, chacun a son chose, comme on appelle ça même, sa vocation, mais on se retrouve sur la même main, sur la même paume qui est le pays. Donc, on ne peut pas être tous pareils, on ne peut pas être tous le pouce, on ne peut pas être tous l'index, on ne peut pas être tous les mêmes. Donc, chacun doit jouer son rôle pleinement, sans regarder le rôle de l'autre. Un militaire doit être militaire jusqu'à la fin. Un vidéoman doit être vidéoman jusqu'à la fin, mais excellent dedans. Un truc comme on appelle ça même. Tout doit concourir à la résistance et à la victoire. C'est la même chose comme ce que le frère Isaac fait dans son rôle. Il joue pleinement son rôle en
en gardant la télévision allumée jusqu'à actuellement chez nous, au moment où il prend la parole, il est exactement 2h20 et Isaac est encore debout. Donc vous comprenez, donc c'est dit que dans cette révolution-là, dans la résistance-là, chacun a sa partition à jouer en fonction de sa qualité. Donc on ne doit même pas chercher à comprendre que non, on doit avoir un mot d'ordre ou bien quoi. Le mot d'ordre va venir, mais le mot d'ordre est déjà là. Mais chacun doit se dire que où il est là, il a déjà commencé la résistance et il doit faire ce qu'il doit faire jusqu'à ce que le mot d'ordre vienne. Mais tout se construit à l'unisson. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes dans la droite ligne de notre victoire et il faut comprendre que c'est ce que nous on répète toujours à quiconque qui a les oreilles pour attendre. Il y a eu le témoignage du Mali, comment on appelle ça même, du Mali, où ça a commencé, après Burkina, après Niger et maintenant la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc on ne peut pas dire qu'on aura droit à l'erreur. La Côte d'Ivoire n'est pas maudite. C'est pour vous dire quoi? Il y a d'autres qui disent que Alassane s'est tellement bien préparé, donc il est inattaquable. Il y a les cargos à chaque coin de rue, tout ça. Nous on dit que c'est faux. Au contraire, ça nous prouve qu'il est comme les dinosaures. Quand les dinosaures devaient disparaître à leur temps, ils ont fait du bruit. Mais aujourd'hui, est-ce que les dinosaures existent? Alors que c'était des mastodontes, dont les êtres humains étaient minuscules devant eux. Mais aujourd'hui, les êtres humains existent toujours, les dinosaures ont disparu. Tous les géants qui étaient avec les dinosaures, les Goliaths, tout ça, ils ont existé. C'est pour dire qu'Alassane, quand Dieu a décidé son temps, il n'est jamais plus fort que Comparé, il n'est jamais plus fort que Ibeka, il n'est jamais plus fort que Bazoum. Vous comprenez? Donc, c'est un leurre de penser qu'Alassane va passer ce cap-là et il va faire un 4e mandat. C'est faux. On va le terrasser. Et on est dans cette victoire-là. Tous les signes sont de notre côté. Tout est de notre côté. Regardez, parce que les Ivoiriens, Dieu aime tellement les Ivoiriens. Il a bloqué toute la base arrière hier qui donnait la force à Alassane. Les Ivoiriens continuent à avoir peur. Regarde ce que Dieu est en train de faire maintenant pour leur montrer que Alassane c'est fini. Il est en train de faire tomber Macron. Tout de suite aujourd'hui, Macron va tomber. Vous comprenez comment Dieu, tellement que les Ivoiriens fatiguent Dieu, il dit bon, maintenant vous dites que c'est Macron qui le supporte, non? C'est à cause de Macron, il est là, non? Bon, Macron là, je vais l'enlever, maintenant vous dites quoi? Donc, nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. Il est en train de faire ce qu'on appelle le poker menteur. Il est en train de jouer sa dernière carte. L'histoire de dire que il y a un intervenant qui avait dit une bonne chose. Que le 9 là, eux tous ils tremblaient. Le 9 quand nous sommes sortis là, eux tous ils tremblaient. Si on était restés là, ils allaient fuir. Mais souvent, quand c'est trop facile comme ça, les gens ne vont pas comprendre l'importance de leur victoire. C'est pourquoi que Dieu a fait perdurer ça jusqu'à aujourd'hui pour que ça soit plus spectaculaire. Au moment où eux ils pensent qu'ils sont plus forts que Dieu, c'est là que Dieu va démontrer qu'ils ne sont rien hier, aujourd'hui et demain. Et la Côte d'Ivoire va prendre la victoire, mais avec la gloire de Dieu au devant, puisque ce sera toute la Côte d'Ivoire qui va sortir et ils vont sentir l'effet d'une victoire arrachée au prix du combat. Donc c'est à ça que nous sommes arrivés, mais ça sera une victoire spectaculaire parce que tout, on va du coup d'une seule pierre frapper tous les ennemis de l'Afrique. Comparé là-bas, vous savez que c'est lui le tueur de Thomas Sankara. Donc Dieu a choisi la Côte d'Ivoire pour qu'il soit puni. Et tout comme on appelle ça Ibeka, les hommes de Ibeka, les héritiers de Ibeka sont là-bas, les héritiers de Bazoum sont là-bas. C'est ceux qui ont fait du mal à l'Afrique. Et Dieu a choisi sa terre bénite pour que eux là, le sang de tous les Africains, ils aient à répondre à ce sang-là. Ce sang-là va les frapper en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, on ne peut pas échouer. Vous comprenez? On ne peut pas échouer. Et parce que, comme je dis, on a déjà connu 3 témoignages. Il y a eu le témoignage du Mali, il y a eu le témoignage du Burkina, le témoignage du Niger. La Côte d'Ivoire n'est pas maudite. Vous comprenez? Donc ce 4e témoignage aura lieu. Vous voyez, frère Isaac, tout ce que nous sommes en affaire là, c'est l'apothéose. Donc nous combattons dans la victoire. Jamais Alassane Dramane Ouattara a connu plan B. Ça, je réponds maintenant à tous ceux qui parlent de plan B là. Alassane Dramane Ouattara n'est pas plus être humain que Babo, que le guide Babo, n'est pas plus être humain que comme on appelle ça même, Tidjam Tchang, il n'est pas plus être humain que Sorobium.
Vous comprenez? Pour qu'on dise que, comme on appelle ça, lui, il peut avoir un plan, les autres peuvent avoir plan B, mais lui, jamais plan B. Alassane Ouattara, quand il est venu en tant que technocrate, il n'était point question qu'il soit mêlé dans la politique ivoirienne. Plus les gens du PDC ont bien dit au fouet, mais nous, on a des économistes ici. Plus que ça, on a des qualités supérieures que ça. Toutes ces vidéos-là, nous, on a ça. Il faut leur faire comprendre que, comme ce que Babo nous disait à la scène, qu'il eut un médicament qui a mais on a accepté ça comme ça. Il est venu, il ne va jamais se mettre dans la politique. Et ça, c'est au lendemain de ça que Oufoué a changé l'article pour dire que c'est le président de l'Assemblée qui le succède et il a nommé le président Henri Konan Bédié là-bas à l'Assemblée que ça soit clair dès le départ. Mais Alassane le sorcier avec... L'article 35 de la Constitution de 1959, la première Constitution de la Côte d'Ivoire. Voilà, pour que ça soit clair, et c'est ça qui a calmé l'ardeur au PDC et ils ont laissé Alassane. Vous voyez? Mais ils n'ont jamais accepté ça au début parce qu'ils savaient déjà que Alassane était un bandit, parce que Bédié le connaissait depuis là-bas, depuis Pennsylvanie. Il venait manger dans la cuisine de Bédié. Vous voyez? Donc c'est comme moi, je suis ici, là, à Londres, et puis quelqu'un que je connais ici, il s'en a dit que lui, il est plus ivoirien que moi. Ça ne peut pas marcher. Donc c'était pareil. Donc déjà, lui, il était déjà bandit, il n'était pas là pour respecter la loi. Et c'est pourquoi il a dit quoi quand il est venu, il dit que non, lui, il était Premier ministre et il était président par intérim. Parce que lui savait qu'à partir de 90, il avait déjà donné sa fiole à Oufoué. Dans les 3 ans, là, c'est lui qui était en train de gérer la Côte d'Ivoire. Donc lui, il clame que lui, il était président par intérim. Et on ne voulait pas que quelqu'un d'une telle ossature soit président. Que c'est une injustice. Mais à cause de lui seul, il n'a pas dit, il y a plan B. On a dû changer notre constitution pour dire qu'on a enlevé le « et » pour mettre « où ». Donc aujourd'hui, tiens, pourquoi on peut demander à des autochtones d'avoir plan B? Vous comprenez? Nous, en 2022, quand nous sommes arrivés après les sanctions contre le Mali, en mai 2022, quand nous sommes arrivés au Mali, moi j'étais parmi les premiers panafricanistes qui sont partis au chevet du Mali. Quand on est arrivé là-bas, dans le bureau du ministre Ouagé, ministre de l'intégration, face to face, dès que j'ai introduit Don Melo et tout, lui il m'a dit comme ça devant tout, il y avait 4 témoins, et plus moi ça faisait 5, des gens avec lesquels j'étais. Il m'a dit face to face que votre Don Melo là, il travaille pour Alassane Ouattara. Je te parle de 2022, moi j'ai reporté ça à Don Melo lui-même. Il a dit, mais moi, le ministre, là, m'a dit que tu t'as... Mais monsieur Don Melo était présent à la réunion ou vous lui avez fait le rapport après? Je lui ai fait le rapport après. Il n'était pas présent à la réunion. Moi, j'étais parti là-bas. On venait de nommer Don Melo en tant que représentant de l'Alliance BRICS, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Voilà. Donc, mais lui, il a dit quoi? Il dit que lui, pour que sa mission, lui, en tout cas, il veut donner la primauté au Mali. Vous voyez, le Mali venait de faire sa révolution là. Donc, il veut donner la primauté au Mali. Mais comme, quand tu vas présenter une alternative monétaire, c'est que tu viens à l'encontre de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, c'est l'Amérique. Donc, il faut comprendre que les Yankees là, c'est le cowboy. Donc, la boulette n'est pas loin. Voilà, donc, il faut que ça soit Assimi qui l'invite. Sinon, il ne peut pas venir invité par le Premier ministre ou bien par un ministre ou bien truc. Il faudrait que ça soit le président pour des raisons sécuritaires. Donc, moi, je me suis dit que voilà, donc il faut que j'introduise ça au ministre, comme ça que ça arrive au président, et puis que l'invitation soit faite. Donc, j'avais déjà déposé la lettre de demande d'invitation là au cabinet du président. Voilà, au camp militaire que tu connais là-bas où ils sont là. On va Kati là. Oui, au camp de Kati. Voilà, au camp de Kati. Voilà, ouais. Voilà, j'ai allé déposer ça à son secrétariat général là-bas. Donc il avait accusé de réception, tout ça là. J'ai envoyé la copie à Don Melo. Donc, le truc comme on appelle ça. Donc sur place, j'ai dit que voilà la situation. Certes, nous, on est venu faire la promotion des entrepreneurs populaires,
Mais il y a une autre alternative qui est les BRICS. Et c'est bien tombé parce que le camarade du parti, Dom Melo, a été nommé, fraîchement nommé, représentant de l'Alliance. Alliance, c'est une agence qui travaille avec la banque BRICS, qui s'occupe de tous les pays qui sont en dehors des BRICS. Parce que les BRICS là, c'est le Brésil, Russie, Inde. Parce que les BRICS là, c'est le Brésil, Russie, Inde et Chine, Afrique du Sud. Voilà. Maintenant, l'alliance là, tous les pays qui ne sont pas membres, c'est l'agence qui s'occupe, donc qui est ce qu'on appelle le lien entre ces pays-là et les BRICS. Donc c'est ce qu'on appelle l'alliance BRICS là. C'est là qu'il a été nommé directeur de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais il voudrait commencer, vous donner la primauté de son truc, comme on appelle ça même, ses activités, en commençant ici au Mali, et du Mali de la partie au Burkina, et ainsi de suite. Mais il voudrait que ça soit ici, ça commence. Donc c'est comment? Mais lui, il a dit clairement, je parle de 2022. Et c'est maintenant que je fais le lien, tout ça, je comprends ce qui se passe. Tu vois? Vous étiez en somme étonné que le ministre malien vous dise comme ça directement que M. Dom Melo travaille pour Alassane Ouattara. Bien sûr, j'étais étonné, j'étais choqué et je me suis même disputé avec mes autres collègues là que ce ministre là, c'est un ministre qui en même temps que je faisais la promotion de l'entrepreneuriat populaire. L'entrepreneuriat populaire pour ne pas qu'ils aillent emprunter l'argent, par exemple, à la Banque mondiale et tout ça. C'est le même système que Ibrahim Traoré utilise actuellement. Bref, j'ai fait cette parenthèse pour revenir au ministre Melo. Donc, la froideur qu'il a eu au téléphone, ça dit qu'il a pris du temps avant de répondre. Donc, c'est comme s'il s'est senti démasqué. Et c'est maintenant que je vois ça, parce que c'est les événements de 2022 que je raconte là. Mais vous avez eu le temps au moins d'échanger en personne. Quand vous l'avez croisé en personne, vous avez ramené ce problème sur la table pour dire, écoutez, les autorités maliennes se méfient de vous, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est très important. Nous sommes à une heure un peu tardive de la nuit, mais ce que vous dites est très très important. Et quand vous l'avez croisé en personne, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez essayé de relancer le dossier, relancer la question, parce que M. Ouadier, c'est quand même, c'est pas n'importe qui dans le gouvernement malien, le gouvernement du président Assimi Goïta. C'est quelqu'un qui est chargé de la réconciliation nationale, et c'est un homme qui est très proche aussi de la Russie. Donc s'il vous dit cela, ça veut dire que peut-être la Russie était au courant que M. Dom Melo travaillait pour M. Alassane Ouattara. Alors pourquoi dans ce cas, ils ont accepté de le garder dans cette alliance des BRICS? Et c'est pourquoi que c'est maintenant que je comprends tout. En fait, quand je suis allé plus loin dans mes réflexions dans ces derniers temps, je me suis dit que la Russie le garde exprès pour aussi anticiper sur les pas de l'ennemi. Parce que sûrement qu'il écoute, il voit qu'il le suit dans toutes ses démarches. Parce que maintenant, je me rappelle qu'il allait voir ses enfants à Abidjan, tout ça. Alors qu'il était censé être à l'exil. Je me rappelle que souvent je l'appelais, il disait qu'il était non, mais en 2022, il n'était plus en exil. Je pense que quand le président Gbagbo est rentré, ils sont tous rentrés. Bon, M. Dom Melo, il est le beau-frère, il a marié la sœur aînée de l'ex-ministre de la Rébellion, Roger Banchi. Roger Banchi, sa sœur, j'ai oublié le nom, mais c'est une Banchi aussi qui a fait l'INP à Yamsoko, qui travaille dans une grande entreprise à Abidjan. Donc, elle n'est jamais allée en exil. Elle n'a pas suivi son mari en exil. Donc, M. Dom Melo était d'abord en Guinée équatoriale, ensuite en Guinée-Conakry, et où il travaillait avec M. Alpha Condé. Bon, Mme Dom Melo est restée à Abidjan. Donc, vous dites qu'il partait voir sa famille. Quand il était en Guinée, on lui permettait de passer. Toi, tu es un initié. Isaac, quand tu comprends ça, toi, tu es un initié. Je ne le dis pas pour toi. Il y a eu d'autres arguments avec d'autres personnes qui ne sont pas au courant. D'autres personnes même qui vont jusqu'à écrire même que Dom Melo n'est jamais parti au pays là-bas voir ses enfants, tout ça. Qu'est-ce que moi j'en dis de tout ça là que faut pas, on va accuser des gens pour ne rien. Tout ça que lui-même, il n'allait pas voir ses parents, il était en exil.
C'est pour eux là que je réponds, c'est pas pour toi. Toi, tu es initié, toi, Oui, oui. Mais il faut donner des éléments. Faut donner des éléments pour qu'on puisse tous. Bon, je crois que le nombre de personnes va crescendo lorsque vous avez abordé cette question. Bon, vous dites qu'il allait à Abidjan. Je sais que sa femme était à Abidjan, je la connais. Et je vais même peut-être sortir sa photo si c'est nécessaire. Elle n'est jamais allée à l'exil. Passons ce côté-là. Voilà, passons ce côté-là, parce que je le disais pour d'autres personnes, tu avais envoyé ça comme argument. Donc, tu as déjà répondu, passons ce côté-là. Maintenant, l'autre côté, c'était quoi? C'était que les leaders Kwasi étaient au Togo. Alassane Dramane Ouattara a usé de tous les moyens pour les faire rapatrier. Alors que nous savons que, chose comme on appelle ça, son frère jumeau, Alpha Condé, peut, à un cliquement de doigts comme ça d'Alassane Ouattara, ramener l'homme en question. Si lui, il était contre la personne, s'il voulait forcément, puisque le camarade était numéro 2, voilà, en tant que numéro 2, s'il voulait le punir comme il a puni les leaders Kwasi, tout, je suis en train de dire que la complicité date de longtemps, en fait. Est-ce que tu vois un peu le système? Mais il était porte-parole. Il était porte-parole du président Gbagbo dans le dernier gouvernement, ministre des Infrastructures économiques et porte-parole. Donc il était au fait, au parfum de tout ce qui se décidait dans le bunker voilà, du président Gbagbo. Donc il y a beaucoup d'implications. Si Alassane voulait le faire rapatrier de chez Alpha Condé, Alassane allait utiliser tous les mêmes moyens qu'il utilise même pour aller chercher des cyberartifices en Mauritanie. Est-ce que tu ne comprends pas ce que je veux dire? Oui, je vous comprends. Je dis qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a une autre face. C'est que s'il était porte-parole, ce que vous dites est grave. Ça veut dire qu'il pouvait déjà être en lien. On appelle ça en intelligence avec l'ennemi. C'est ce qu'ils sont en train de dire. La France. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Le pouvoir Ouattara. Et il donnait des informations de l'intérieur du bunker. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que vous venez de dire. C'est ce que vous êtes en train de dire. Parce que quand je fais la réflexion aujourd'hui, là, je suis un homme très maîtris en train de parler. Depuis là, je me suis dit dessus qu'ils sont en train de me dévoiler comme ça dans ton truc, dans l'émission que je fais. C'est une réflexion de ouf que j'ai faite jusqu'à ce que même ma tête voulait exploser. Depuis que je suis en train de cogiter, ça fait combien de mois que je suis dessus? Et je défile en aiguille jusqu'à ce qu'on nous annonce aujourd'hui qu'il lui les candidats de façon subite et chose comme on appelle ça même laisse Madame Gbagbo est candidat. On voit clairement le schéma qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc tout ce qui est mes appréhensions que les gens disaient, tout ce que j'apprenais d'ici et là, savaient maintenant que c'était vrai, qu'il y avait vraiment anguille sur roche, que tout était préparé, qu'il jouait dans le camp adverse. C'est même chose comme quand Bakongo dit que Bleu Goudé, il est avec nous dans le sens figuré comme dans le sens propre. Il est clair que maintenant, on sent qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de fumée sans feu. Que c'est pas de la blague, c'est de la réalité. Et c'est en ce sens que je vais visiter l'argument que j'étais en train de citer, que si il était vraiment un obstacle pour Alassane, Alassane allait user de tous les moyens comme il a usé pour faire venir du Togo. Il allait chercher du leader Kwasi. Et il allait chercher au Maroc le cyberactiviste. Il allait user de mêmes moyens parce que quand lui, qui est vraiment quelqu'un qui, lui, est chose comme on appelle ça même menaçant, il fait comme ce qu'il est en train de faire à Johnny Pacheco actuellement en Finlande. Il use tous les moyens. Pourquoi il n'a pas fait avec son frère jumeau Alpha Condé? Alors qu'il n'avait qu'à demander son Alpha Condé allait emmener dans un emballage d'or bien emballé là, chose comme on appelle ça, le camarade du parti. Mais le camarade du parti n'a jamais été inquiété. Et le jour où on fait le coup d'État à Alpha Condé, ce jour-là, subitement, c'est le seul qui se retrouve en Russie. Donc, de fil en aiguille, je commence, l'observateur que je suis, et qui sait bien coller les choses et lire entre les lignes, je comprends que la complicité ne date pas d'aujourd'hui. Je vois, suite du Mali, la suite, quand le ministre vous dit ça, vous transmettez à M. Domelo, mais après vous le croisez en personne. Qu'est-ce que vous lui dites?
Vous lui dites, vous lui avez déjà dit au téléphone. Attends. Isaac, je n'ai pas croisé Dom Melo en personne. Voilà. D'accord. Moi, ça fait 25 ans que je ne suis pas parti en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, lui, il est à Moscou. Moi, ça fait 25 ans que il est à Abidjan. Je vais partout, mais sauf en Côte d'Ivoire. Voilà, il est à Abidjan et vous étiez à Bamako. Donc, vous l'appelez. Voilà, depuis Bamako, moi, vous lui dites, voilà. Le ministre malien dit, vous travaillez pour Alassane Ouattara. Et qu'est-ce qu'il vous dit, Dom Melo, à l'instant, quand vous lui dites ça? Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment il vous répond? Beaucoup d'hésitation. C'est-à-dire que c'est un choc, là. Donc, on le téléphone. Je dirais, ces mésaventures, lorsqu'il allait faire la promotion du ministre Awa Dom Melo. Donc, Abou, je posais cette question. Après que le ministre Ouagué vous ait dit cela concernant M. Awa Dom Melo, c'était quand même une alerte. Pourquoi n'avez-vous pas transmis cela au PPACI? Pourquoi n'avez-vous pas cherché à creuser un peu plus, avoir un peu plus d'informations avec le ministre pour peut-être vous préparer, vous prémunir contre d'éventuels complots venant d'Alassane Dramane Ouattara? Et puis aussi, est-ce que vous avez croisé M. Dom Melo en personne après, que ce soit à Bamako ou à Londres ou ailleurs, à Paris, et vos échanges, ça portait sur cette question? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Ok, donc 3 bonnes questions. Donc d'abord, le temps c'était en 2022. Voilà. Ouais. Et en tant que deuxième personnalité, moi je suis FPI d'abord et puis après je suis PPACI. Donc en tant que dans notre parti, en tant que deuxième personnalité, donc homme de confiance, alors au contraire, moi quand j'avais appris ça, c'est pourquoi que je lui ai dit, j'étais indigné. Et pour nous là, c'était quelque chose d'impossible. Voilà, donc c'est ce qu'il était en train de dire. Il était disant que au téléphone, quand je lui ai fait le rapport de ce que j'ai entendu, et alors il y a eu un calme d'abord, avant qu'il ne dise mot. Voilà. Et quand je me rappelle de ça, maintenant je comprends pourquoi il y a eu ce calme-là. Parce que c'était un choc qu'il avait reçu. C'était comme s'il s'est senti démasqué. Alors que moi je faisais son palabre pour dire que jamais que la Russie n'est pas quand même toquée. La Russie, c'est la pointe de l'espionnage. La KGB, tout ça, elle ne peut pas se laisser infiltrer. Donc, jamais la Russie va embaucher quelqu'un qui travaille avec Alassane. Alors que l'alliance des BRICS, c'est une agence séparée des BRICS. C'est une agence qui est l'intermédiaire entre les pays non BRICS et les BRICS. Et ça, on dit l'alliance des BRICS. Et c'est là-bas que lui travaille. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il dispose d'un budget? Est-ce qu'il a les fonds pour sa politique ou pour ses politiques? Bon, il a dit par exemple qu'il a accès à des personnalités de ce monde et il arrivait à mobiliser des fonds pour des États, pour des pays, et qu'il pouvait mobiliser pour lui. Mais par contre, à Abidjan, il y a des voix qui disent que M. Dom Melo est financé par M. Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui est la vérité dans tout ça? Livret de la paille. Mais c'est maintenant que... C'est ce que je dis de fil en aiguille. C'est maintenant que je comprends que c'est Alassane Ouattara qui était au début et à la fin. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Que c'est après maintes réflexions que je vois en lisant les lignes que je comprends maintenant. Puisque les BRICS là, il est salarié là-bas. Alliance, il est salarié là-bas. Et quand un pays envoie lui, il ne traite que de pays, c'est pourquoi qu'il doit toujours voir les présidents. Voilà. Parce qu'il faudrait qu'il ait l'aval du gouvernement et du chef de l'État pour qu'un dossier passe devant la banque BRICS. Donc eux là, ils sont le cabinet qui étudie le dossier si c'est conforme selon les normes. Et la banque BRICS, c'est pourquoi on les appelle l'Alliance. Donc c'est eux qui ils allient tous les pays non BRICS au BRICS. Donc il est salarié, il n'a pas de budget, il est salarié. Et il te montre comment ton dossier doit passer à la banque là-bas pour voir si c'est conforme. Parce qu'il faudrait que ton dossier soit un dossier, ton projet soit ce qu'ils appellent les projets, qui sont projets structurants. Des projets structurants. Voilà. Donc
ce sont des projets, par exemple, on sait que c'est des projets qui vont créer, par exemple, le développement à ton pays. Et c'est un projet qui va dans l'encontre de trucs comme on appelle ça même, de moderniser, de faire avancer ton pays et embaucher les gens de ton pays. Voilà. Les infrastructures, donc, etc. Voilà, donc eux, ils appellent ça projet stratégique. Voilà, projet stratégique. Donc c'est par rapport à ça qu'on doit avoir l'aval de l'État. Donc, c'est l'État qui est la garantie. Voilà, donc eux, ils traitent avec l'État. Je crois que le président doit être au devant des choses pour donner, lui, son aval. Et c'est à partir de là que ton dossier... Pour ne pas qu'on se perde, tard, beaucoup de gens sont fatigués. Moi, je t'ai posé la question. Moi, je suis fatigué, ma tête est fatiguée. Voilà, d'accord. Oui. Quand tu as croisé Don Melo, tu as dit que tu n'as pas pu le croiser en personne, mais tu as échangé avec lui au téléphone. Et tu lui as dit, j'ai essayé de voir les autorités maliennes, mais il y a tel ministre qui m'a dit que vous travaillez pour Alassane Ouattara. Et vous dites qu'il a observé un silence. Et après, lorsqu'il est revenu à lui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Voilà. Donc, il observe le silence. Et quand il revient à lui, il dit, mais ça c'est du n'importe quoi ça. Ça c'est du n'importe quoi. Tu vois. Comme ça. Genre, essayer de banaliser là. Tu vois. Donc moi je suis là, j'observe. Voilà. Et c'est maintenant quand je fais le lien, quand je retourne en arrière, tout ça là. C'est pourquoi on veille là, on ne dort pas là. Parce que c'est les réflexions, on commence à remettre les pièces du puzzle ensemble et on se rend compte qu'il y a longtemps que nous sommes dans la sauce. Il y a longtemps que nous sommes infiltrés. Il y a longtemps que nous sommes dans la sauce. Et justement, ceux dont tu entends de parler, comment il est rassuré qu'il aura des fonds. Justement, c'est pourquoi qu'il insiste toujours à voir les présidents de chaque pays dont il veut faire passer les dossiers sur le bureau des Brices. Parce que c'est ce pourquoi il fait son carnet d'adresse en le faisant comme ça. Donc, vous savez que le syndicat des chefs d'État, c'est ça. Alors, il donne ses garanties. Je vais faire passer vos dossiers devant les Brices, je vais supporter ça, tout ça, puisque c'est moi le représentant de l'Alliance qui, justement, est le pont entre les pays africains non Brices et la banque Brice. Donc, comme ça, mais voilà aussi, à mon tour, vous allez me supporter aussi. C'est par rapport à ça qu'il fait des calculs. Quand il arrive à Bamako, est-ce que vous êtes plus ou moins informé de la teneur des discussions avec les autorités de ce pays? Et comment est-ce que finalement ça s'est terminé à Bamako, puisqu'il arrive, c'est quand même un représentant un peu de la Russie en Afrique. Oui, ça c'est après vous. Quand moi j'étais là-bas, il n'est pas arrivé. D'accord, voilà. C'est après vous. Moi j'ai fait 3 mois là. À Bamako. D'accord. J'ai fait 3 mois là-bas en 2022. Et quand moi j'étais là-bas, la raison pourquoi ça n'a jamais pu marcher pour qu'il puisse voir Assimi, c'est que Assimi avait joué 3 tentatives de coup d'État. Nous on arrive en mai, première tentative de coup d'État. Après, juin sup, deuxième tentative, juillet. Donc c'est après fin juillet que moi je suis parti. Parce que toujours reporté parce qu'il subissait les coups d'État. Après la 3e tentative, Assimi s'est bouclé. Personne ne pouvait le voir, même son beau-père. Moi, j'étais avec son beau-père. Son beau-père ne pouvait pas le voir, lui-même, son beau-père. Il était avec plusieurs même de ses proches, son grand frère, tout ça, pouvait pas. Il s'était fermé maintenant. C'est pas n'importe qui tu pouvais l'approcher. Donc, j'ai laissé les lettres là-bas. Donc, j'ai laissé tomber la course. Ça veut dire qu'on n'a pas pu le voir. C'est pourquoi que tu m'as vu. Est-ce que M. Don Melo ne pouvait pas passer par des canaux officiels pour avoir accès au président de la transition du Mali, au président de la République du Mali, le camarade Assimi Goïta? Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire directement? Est-ce qu'il était obligé de passer par vous? Vous êtes... non, c'est pas que lui, il a forcé pour passer par... Non, il n'a pas forcé pour passer par moi. Oui. Nous sommes du même parti. Nous, c'est comme ça que moi-même, là, quand je me déplace, c'est moi-même qui assume mes voyages où personne ne me tue. Moi, c'est ce que tu viens de dire là. Qu'il ne faut pas attendre que le pays fasse pour vous, mais il faut que chacun de nous se pose qu'est-ce qu'il peut faire pour le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, quand je me dis, je vais au Mali,
Alors, le camarade du parti, on t'a nommé une chose, comment on appelle ça, un représentant de l'Alliance Brice. Comme moi je vais au Mali, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? C'est moi maintenant qui m'introduis là-bas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Donc c'est une initiative personnelle. Donc vous décidez de voir les autorités maliennes. Voilà, moi personne ne me sponsorise. Moi, je fais moi-même un voyage. Voilà, maintenant comme je vais pour un truc, parce qu'après tout, moi je suis un truc comme on appelle ça économique, comptable et financier. Donc je vais là-bas pour promouvoir ce qu'on appelle l'entrepreneuriat populaire. Voilà, donc c'est un mode de financement d'entreprise et tout. Alors, donc, c'est un modèle économique. Donc, et ici, maintenant, je mets les brises dessus, ça devient lourd. Mais ça devient lourd en même temps, ça aide les brises, ça aide le combat panafricaniste et ça aide le camarade du parti aussi, puisque je vais l'introduire de façon directe, puisque je suis en contact direct, je serai sur le terrain. Mais lui aussi, il va passer par le canal officiel. Ça va prendre du temps, mais alors que moi je suis déjà là, et comme il veut bien faire, il veut commencer au Mali, pour commencer sa mission, donc ça allait aussi remplir son désir personnel. Donc c'est comme ça que un homme, un patriote agit. Il agit de sa propre initiative, mais en même temps, il veut aider un autre patriote que lui pense que c'est un patriote, puisqu'il est du parti, deuxième personne du parti, tout ça. Donc je prends l'initiative comme ça aussi. Et en ce moment aussi, il représentait le gaz russe, il représentait le pétrole, il représentait les mines russes. Entre-temps, eux, ils avaient embargo sur le gaz, pétrole, tout ça. Donc moi aussi, je me suis dit, plus moi, personne ne me sponsorise. Si moi, je peux avoir un marché, justement un marché qu'il y a eu, mais qu'il n'a pas pu finaliser parce qu'il ne s'est pas déplacé pour venir. Si je peux avoir un marché, que moi aussi, ça me donne des finances pour faire mes autres missions que j'ai me donner moi-même. Pourquoi pas? Donc c'est comme ça aussi que je vais avec tout ça là dans mes bagages. Voilà. Que même, je sais que ce milliardaire, il y a un milliardaire qui est croisé là-bas, que tu vois, peut-être que tu as connu maintenant. Lui, tu détiens toutes les stations, presque toutes les stations d'essence du Mali. Donc il y avait un grand contrat aussi en jeu. Oui, bref, ça c'est une parenthèse, oui. Voilà, donc finalement, aujourd'hui, lorsque vous faites, vous essayez de mettre les morceaux ensemble, qu'est-ce que vous pensez du camarade Awa Domelo qui est candidat retenu? Est-ce qu'il y a une possibilité pour le PPACI de le soutenir? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il soit ce plan B dont il a parlé sur les plateaux télé et au cours de ses interventions? Est-ce que si on vous demandait, si le président Gbagbo vous demandait de voter et M. Awa Domelo qui a été son numéro 2 au PPACI, est-ce que vous le ferez? Jamais le président Gbagbo qui est très averti politiquement peut faire cette erreur. Cette erreur même là, ça sera une erreur contre toute l'humanité entière. Parce que c'est la moralité des règles qu'il faut comprendre. C'est pourquoi que dans mes dires, j'étais disant que Alassane, lui, depuis qu'il est rentré au pays, par infraction, n'a jamais eu de plan B. Et nous, on a toutes les vidéos où il menace même ses propres partisans que quiconque qui va poser sa candidature, non seulement il aura affaire à lui, mais celui qui va l'encourager à ce qu'il devienne candidat indépendant, lui-même là, il aura doublement affaire à lui. Tu t'imagines, quelqu'un comme ça, mais à côté de là, lui il annonce qu'il a une demi-douzaine, que Koulibaly était son choix et tout. Donc, bon, il n'a jamais eu de plan B. Regarde, lui il vient, il n'est même pas question de faire politique dans notre pays. À cause de lui seul, on change une constitution d'un pays qui était là, qui dérangeait personne. Parce que dans toutes les constitutions, c'est père malien et mère malienne. Voilà, d'origine. Point barre, ça ne change pas. Au Burkina, même chose. Partout, même chose. En Côte d'Ivoire, à cause de lui seul, on a changé. Donc lui, il a fait que le pays a eu un plan B. Tout le pays pour lui seul. Et on continue, on continue. Il n'a pas droit à 2 mandats. Il a dit, donnez-moi 5 ans seulement. On signe un papier pour 5 ans. Aujourd'hui, là, ce papier-là, c'est comme si ça n'a jamais existé. Il fait un 2e mandat anticonstitutionnel.
on met tout ça de côté. Lui seul, il se déroge. Il dit que lui, il est devenu constitutionnaliste. Et lui, il a écrit la Constitution, qu'il se balade avec ça dans sa poche. Quiconque connaît la Constitution mieux que lui. Et c'est lui-même qui a écrit cette Constitution. Donc lui, il a droit encore, il a créé une nouvelle république. Que lui, il a droit à 2 mandats encore. Vous, quelqu'un comme ça, là, vous pensez que, quelle moralité on veut laisser? On veut laisser que lui, il est devenu le Dieu suprême de la Côte d'Ivoire? Lui, il peut emmener les autres à avoir plan B, mais lui, il n'a jamais de plan B. Est-ce que ça, là, un être humain normal, on met politique, tout ça, on met là de côté. Est-ce que c'est une bonne moralité? C'est quelque chose qui va laisser quelque chose de bien, ou bien une jurisprudence qui va faire avancer l'humanité? Ça, là, voir que quelqu'un, lui seul, hors la loi, il vient soumettre aux autres la loi, et les autres, là, il faut que des concessions. Lui, il n'a jamais fait de concessions. Et on voudrait qu'on accepte un plan B maintenant, à cause de quoi? Bon, maintenant, si on prend ça en considération qu'on a accepté le plan B, la boîte de Pandore qu'on a ouverte, le fait que Gbagbo, lui qui était présent, il n'a pas respecté, et il a accusé d'avoir cassé, fait hold-up, et il a chassé, et il a exclu de la liste électorale, il a exclu même du fait qu'il soit candidat et tout. Bon, qui nous dit maintenant que celui-là, qu'on sait qu'il a mis devant, qui ne pèse rien du tout, comment lui va traiter Domelou alors? Ou bien comment il va traiter Madame Babossi, l'excellent même là qu'on appelle le bois vert, a été traité de la sorte. À plus forte raison, les bois secs là, les 2 bois secs là, comment il va les traiter? Donc, on comprend. Merci beaucoup, Abou. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Il est